En tout cas, c'est un conflit qui couvre depuis très longtemps, mais qui a explosé à peu près il y a 1 an dans la violence. Alors oui, c'est juste la dernière explosion, parce qu'en fait, des explosions, il y en a eu dans les années 80, il y en a eu dans les années 50, il y en a eu dans les années 20, et il y en a eu déjà dès 1870, avec des grandes révoltes kanak, à l'époque, qui étaient menées par un chef qui s'appelait Ataï, dont la tête, il avait été décapité, la tête avait été ramenée au musée de l'Homme à Paris, elle était restée là pendant longtemps, par exemple, elle a été rendue, Macron l'avait rendue officiellement dans une cérémonie aux Calédoniens, aux Kanaks, il y a seulement, je sais pas, 5-6 ans, un truc comme ça. Donc c'est un sujet en fait qui a toujours existé depuis la prise de possession. C'est brûlant et c'est récent, mais pour le coup, il y avait eu des révoltes populaires en mai 2024. Voilà. Qui ont fait plusieurs morts et des centaines de blessés. Il y a eu des discussions ensuite entre l'État français, les indépendantistes et les non-indépendantistes qui, on a abouti à un constat d'échec, pour l'instant en tout cas. Oui, on va y revenir, effectivement. Manuel Valls a mené des négociations, a relancé les discussions. Donc on voit bien qu'en fait, la question des révoltes et puis ce qui s'est passé l'année dernière, il y a 1 an, n'a absolument rien réglé, on le savait. C'est même plutôt le sentiment d'un gâchis immense après des années, des décennies de patiemment construire une décolonisation, quoi, tout simplement, une voie vers la souveraineté de la Calédonie. Et on voit que cette explosion, elle s'est faite pour les raisons qui sont toujours les mêmes. Toujours les mêmes, le dégel du corps électoral, on y reviendra, et que ça n'a rien réglé. Et là, on reviendra aussi évidemment sur cette question des négociations qui ont été refusées. Donc l'accord a été refusé par la droite anti-indépendantiste. Là, c'est l'un des nœuds du problème, justement, cette réforme du corps électoral qui a été voulue par Paris et qui visait à élargir le droit de vote aux citoyens français arrivés récemment en Nouvelle-Calédonie, ce qui aurait a octroyé un pouvoir assez grand à des métropolitains, des Français qui partiraient là-bas et qui, du coup, pour les personnes sur place qui se sont engagées dans ces révoltes, était un petit peu une extension de colonisation, puisque du coup, les nouveaux arrivants auraient eu un poids politique important sur l'île. Oui, en fait, il faut rappeler que c'est un cas particulier dans l'ensemble des Outre-mer français, c'est que la Kanaki Nouvelle-Calédonie est une colonie de peuplement. Donc aujourd'hui, le peuple autochtone est minoritaire, autour de 41%, même si c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'en fait, la société est aujourd'hui très métissée, et puis il y a eu beaucoup d'apports, on y reviendra dans les questions que tu as préparées tout à l'heure. Cette question du corps électoral pour les provinciales, c'est les élections les plus importantes là-bas, parce qu'il y a 3 provinces, donc c'est... En gros, on élit les assemblées provinciales, et de ces assemblées provinciales, des représentants ensuite vont au congrès, qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale chez nous. Donc c'est en gros comme des législatives. C'est à la fois des régionales et à la fois des législatives. Il y a 3 provinces. La province sud, qui est principalement centrée sur Nouméa, mais on voit aussi jusqu'à Boulou-Paris, Yaté, Goro, tout ça. Tout ça, c'est la province sud, sachant que Nouméa et le Grand Nouméa, c'est 2 tiers de la population calédonienne. Le nord, tout le reste, donc la province nord, ce qu'on appelle d'ailleurs souvent Ambrousse. En gros, dès qu'on sort de Nouméa, on est Ambrousse. Là, principalement, c'est organisé c'est pays kanak, quoi, en gros. Mais il y a aussi beaucoup de Caldoches qui vivent, notamment sur la côte... définis Caldoche, pour que tout le monde soit Caldoche, c'est ensemble. descendants des Européens qui sont là, installés depuis 100-150 ans. Depuis très longtemps, quoi. Pour que tout le monde soit... Tu peux avoir de tout. Souvent, les Caldoches, sont des descendants de bagnards, puisqu'il y a cette histoire-là aussi. Ça a été un bagne, la Calédonie. Donc, souvent, ça peut être des éleveurs, mais sur Nouméa, un peu moins. Mais en tout cas, tous les Caldoches qui sont sur la côte en brousse, souvent sont éleveurs. Et puis ensuite, il y a la province des îles Loyauté, qui sont ces trois îles-là, Ouvéa, Lifou et Marais. Alors là, on est vraiment en terre kanak. Il y a très très peu d'Européens. En général, les seuls qu'il y a, c'est des gendarmes. Ça se passe... alors, Ouvéa, c'est évidemment tristement célèbre pour l'affaire de la grotte d'Ouvéa avec la prise d'otages dans les années 80. Dans les années 80, tout ce qu'on appelle les événements, qui sont en fait quasiment une guerre civile, étaient exactement sur le même sujet, le dégel du corps électoral.
Donc rien n'a changé depuis 40 ans, quoi. Il y a beaucoup de guerres qu'on appelle les événements dans le en monde général. colonial. Exactement. Et ce qu'il y a, c'est qu'en parallèle avec ces révoltes dont on a parlé en 2024, il y a eu une répression judiciaire énorme qui ont suivi plus de 2500 gardes à vue, des mandats de dépôt et des centaines de jeunes Kanaks qui ont été poursuivis en justice. Donc il y a un vrai traumatisme, on peut le dire. Donc voilà, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui et surtout... 14 morts quand même. Hein. Donc voilà, 14 morts, 11 jeunes Kanaks, dont 6 tués par le GIGN. Donc ça veut dire quand même... comment on appelle ça, des tirs de neutralisation, donc c'est des meurtres ciblés. 3 même qui ont été tués par des miliciens européens, des miliciens caldoches, blancs en tout cas, quoi. On appelle ça milice blanche là-bas. Et puis 2 gendarmes aussi, quand même, un qui a été tué sur un barrage, sans doute par des indépendants, en tout cas par des émeutiers kanaks, et un autre gendarme qui a été tué, alors lui d'un tir accidentel d'un de ses collègues. On nous demande la taille de la Nouvelle-Calédonie Kanaki. Ça fait 400 km de longueur, 40 km de large. Alors, bon, pour par la grande rapport à terre. l'Australie, tout est grand. Donc, on non, nous demande par peux, rapport à... Tu peux zoomer, voilà. Ouais, c'est ça. La longueur, là, c'est 400 km. Sur le, de Poum à Nouméa, en gros, il y a 400 km. Pour donner une idée. Après, les îles sont toutes petites, évidemment. Oui. Sachant que c'est très, très montagneux. Donc, en fait, c'est surtout le littoral qui est peuplé. Alors, aujourd'hui, parce que ce n'était pas le cas avant. Bon, on a déjà pas mal de questions. Je suis très contente que ça vous intéresse à ce point-là. Pour l'instant, je vais poser les miennes et vous allez voir que ça va répondre aux vôtres. Voilà, vous allez voir. En tout cas, dans ce papier, on parle d'1 an de répression coloniale. L'expression qui a été choisie est assez forte. Je voulais savoir pourquoi est-ce qu'on l'avait choisie pour cette une. En effet, c'est une expression qui est forte. Les mots sont importants, comme dirait l'autre. S'il me semble important de pointer ça, c'est parce que ça correspond malheureusement au factuel. Donc je vais essayer de démontrer factuellement pourquoi c'est une répression coloniale. D'abord par son ampleur. Non. D'abord par le principe, c'est-à-dire qu'on a un peuple autochtone qui lutte pour le droit à son autodétermination, et ça, c'est non négociable, c'est reconnu par le droit international et par l'ONU depuis les années 60, et dans le cas de la Nouvelle-Calédonie Kanaki, depuis les années 80, est inscrite dans la liste de l'ONU des territoires à décoloniser. Donc ça, c'est pour le principe. C'est-à-dire que de toute façon, la décolonisation, l'accession à la pleine souveraineté de la Kanaki Nouvelle-Calédonie, ça n'est pas négociable. Jean-Marie Tjibaou, qui était le grand leader kanak, qui a vraiment fait émerger cette revendication, d'abord culturellement et ensuite politiquement, disait les Kanaks vous emmerderont jusqu'à l'indépendance. Donc il le disait d'une formule... fleurie. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ensuite, donc, pour revenir sur ce qui s'est passé il y a 1 an, donc ça a duré 6 semaines. Hein, l'explosion, c'est le jour où justement l'Assemblée nationale en France votait la loi sur le dégel du corps électoral, dont le rapporteur de la loi était lui-même un des leaders de la droite anti-indépendantiste de Nouméa, qui est aujourd'hui député, qui s'appelle Nicolas Metzdorf. Donc ça explose ce jour-là, ça explose d'une façon assez inattendue, c'est que ça explose dans le Grand Nouméa. Donc ce sont des révoltes politiques, mais ça a aussi un caractère d'émeute urbaine, clairement. Y compris les indépendantistes kanaks ont été surpris par l'ampleur, la façon dont ça s'est déroulé. En brousse, c'est resté relativement calme. Parce qu'en brousse, il y a moins de ségrégation sociale, ethnique, économique, etc. quoi. Donc l'ampleur de la répression, d'abord, c'est, donc on l'a dit, 2500 gardes à vue, c'est l'envoi de 3000 gendarmes et forces de l'ordre, dont le GIGN, on l'a dit, et c'est 60 véhicules blindés, notamment les derniers Centaures, qui sont les derniers joujoux, derniers cris de la gendarmerie. Pour donner un ordre d'idée rapporté à la population de la Nouvelle-Calédonie, 3000 gendarmes, c'est comme si on déployait en France métropolitaine 650 000 gendarmes et forces de l'ordre. Ça donne une idée déjà. En termes de proportion. Voilà, c'est en termes de proportion. Je trouve que c'est assez parlant. Vous imaginez 650 000 policiers et gendarmes dans les rues, et militaires aussi. Donc. D'ailleurs,
le fait qu'on envoie l'armée est aussi un signe important. Oui. En France, s'il y a un truc qui se passe comme ça, on n'envoie pas l'armée. Voilà. On envoie la police. Ensuite, par son caractère donc systématique et puis au niveau judiciaire. C'est-à-dire que le procureur de Nouméa lui-même, Yves Dupas, a qualifié très rapidement la fameuse CCAT, qui est la cellule de coordination des actions de terrain, qui est une émanation du mouvement indépendantiste pour mobiliser contre cette loi du dégel du corps électoral. Il a qualifié la CCAT... alors, je ne sais plus comment je l'ai mis dans le papier, c'est organisation violente ou un truc comme ça, quoi. Ensuite, par le fait qu'il y a eu des morts ciblées, abattues par le GIGN, ce qui est, pareil, est une spécificité d'un tel territoire. On verrait évidemment jamais ça dans le cadre... y compris d'une répression contre les Gilets jaunes en France. On imagine si pendant les Gilets jaunes, il y avait eu des tirs de GIGN pour abattre des leaders des Gilets jaunes. On imagine l'ampleur de la chose. Et puis surtout, maintenant c'est documenté, et je vais vous lire ce que j'ai mis dans le papier de ce week-end, mais quand même ça me semble un truc très important. Le 20 août 2020, les Nations Unies a publié un rapport, qui a pointé, ouvrez les guillemets, le manque de retenue dans l'usage de la force, le traitement exclusivement répressif et judiciaire d'un conflit dont l'objet est la revendication par un peuple autochtone de son droit à l'autodétermination. Et l'ONU a jugé que cette action de la France était profondément inquiétante pour l'état de droit. Donc, quand on met tout ça bout à bout, il me semble que répression coloniale n'est pas un mot... n'est pas excessif, que c'est factuel et démontré. Et j'ajoute à ça le fait que donc j'ai centré l'événement, le premier plan du journal de ce week-end sur les prisonniers politiques, puisque donc ces leaders de la CCAT, qui sont tous des militants politiques, 11 ont été arrêtés, 9 sont toujours poursuivis, mis en examen, et 7 sont toujours en prison en métropole, dans différentes métropoles, prisons de la métropole, pardon. Là aussi, j'emploie le terme de déportation politique. C'est extrêmement grave comme terme. On l'emploie pas pour n'importe quoi. D'abord parce que là encore, c'est contraire au droit international. C'est aussi contraire au droit européen d'envoyer des gens à plus de 17 000 km de chez eux, y compris au mépris de leur famille, puisqu'il y en a 2, par exemple, qui sont mères de famille. Celle dont j'ai fait l'interview dans le journal, Frédéric Mouliava. Frédéric Mouliava, un exemple, c'était la directrice de cabinet du président du Congrès de Nouvelle-Calédonie, Rocco Amitang, qui est un indépendantiste historique. C'est comme si on arrêtait et qu'on foutait en prison en France le directeur de cabinet de l'Assemblée nationale. Qui n'ont jamais appelé à la violence, jamais, ni utilisé, ni appelé à la violence. Il y a des faits de violence pendant les révoltes, ça c'est indéniable. Mais là, on a mis en prison des militants politiques qu'on considère comme des leaders. Le procureur de Nouméa a parlé de commanditaires de cette lutte politique. Donc là encore, en plus, là où il y a eu encore une violation totale du droit, c'est-à-dire qu'en fait, ce transfert ou cette déportation était totalement prévue, alors que normalement elle doit découler d'une audience avec le juge des libertés. Et en fait, ils se sont tous aperçus que tout avait été préparé à l'avance, que en gros la procédure judiciaire était totalement biaisée, que l'avion était déjà prêt sur le tarmac de l'aéroport, et que plus que ça encore, les passeports même étaient préparés à l'avance. Ils avaient des passeports provisoires puisqu'il y a une escale obligatoire pour venir de l'autre bout de la Terre. Cette escale, en général, elle passe à Los Angeles. Et donc, évidemment, il faut passer les douanes américaines qui sont en plus... qui rigolent zéro. Non, elles sont assez... Voilà. Et donc, les passeports étaient prévus à l'avance et l'avion était prévu à l'avance. Ce qui montre que ce transfert était préparé à l'avance, là encore une fois, et que c'est totalement illégal. Beaucoup de questions dans le chat. Je vais en prendre quelques-unes. On nous demande où en sont les accords de Nouméa. Est-ce que c'est définitivement passé ou est-ce qu'il y a encore des choses à venir? Sur ces accords, ils ont été faits, il me semble, en 98. Ils ont été signés en 98, ouais. C'est ça. Est-ce que c'est encore valable, possible dans... Pour les anti-indépendantistes, non. Justement, ils voudraient évacuer ça en disant non, mais c'est bon, on a fait les trois référendums. On rappelle, le troisième a été bidonné, enfin pas bidonné dans
dans les faits, mais il a été forcé par l'État, du coup boycotté par les indépendantistes. Et l'ONU, encore aujourd'hui, l'ONU aussi a dit que ce référendum n'était pas valable. Donc ça, c'est important. Mais justement, la droite voudrait bazarder ça en disant c'est bon, c'est réglé, maintenant on reste français, etc. Sauf qu'en fait, l'accord de Nouméa ne dit pas ça. Il dit la finalité de l'accord, c'est l'accession à la pleine souveraineté. La question, c'est l'accession à la pleine souveraineté, ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire l'indépendance sèche ? Personne n'en veut, ni les indépendantistes non plus. Hein. Personne, y compris chez les Kanaks, ne veut une indépendance sèche. Ce serait catastrophique pour tout le monde, et tout le monde le sait. Mais ça peut être une solution, indépendance partenariat, ça peut être un accord, ça peut être... Il y a des exemples, hein, je veux dire, dans le Commonwealth, pour reprendre l'exemple anglais, mais il y a des exemples, tout est possible. Un truc comme Monaco, c'est un État indépendant, mais avec des accords avec la France, sur la justice, sur le régalien, donc c'est tout à fait possible. La question, c'est qu'est-ce qu'on met sur la table. Et ça, les anti-indépendantistes ne veulent absolument pas en entendre parler. Mais en fait, les accords de Nouméa aujourd'hui, ils sont signés, sauf que la droite, aujourd'hui en tout cas, elle n'est pas à la hauteur de ceux qui ont signé ces accords à l'époque, de leurs prédécesseurs, qui avaient quand même une hauteur de vue historique, et que pour les indépendantistes, toute nouvelle discussion doit se faire sur la base des accords de Nouméa. On nous dit oui, mais les monégasques sont blancs, donc ça passe mieux. Mais plus haut dans le chat, en tout cas, c'est un peu plus compliqué que ça. Hein, dans le chat, en tout cas, il faut se garder d'avoir juste une vision ethnique. Ouais, vraiment. Dans le chat, il y avait quelqu'un qui expliquait, qui posait aussi la question de à quel point le néocolonialisme influait sur la politique là-bas, à quel point ça peut se sentir, toi qui t'y connais, toi qui te rends sur place. Est-ce que tu as vraiment l'impression d'une disparité ethnique quand tu t'y rends ? Dans une frange de la société calédonienne est complexe. D'abord, comme elle est multiculturelle. Il y a énormément de métis. Il n'y a pas que des Kanaks ou des Européens. Il y a beaucoup de Wallisiens, de Tahitiens. Il y a beaucoup d'Asiatiques, ce qu'on appelle les Asiatiques, qui sont en fait souvent des descendants de Vietnamiens qui sont venus dans les années 60-70 pour travailler dans le nickel. Donc en fait, aujourd'hui, c'est une société qui est assez cosmopolite, même s'il y a en fait, les disparités sont surtout ethnico-sociales entre le Nord, principalement, et puis Nouméa, qu'on appelle encore pour une partie Nouméa la Blanche. Mais Nouméa la Blanche n'est plus si blanche que ça, si ce n'est dans l'extrême sud très riche, qui est le fief vraiment anti-indépendantiste. Mais tout le nord de Nouméa, Païta, le Mont d'Or, Doumbéa, etc., ce qu'on appelle le Grand Nouméa, est aujourd'hui très métissé et les gens vivent ensemble, quoi, y compris dans les quartiers. Donc, selon des données de l'INSEE qui datent de 2023, en tout cas, les peuples autochtones, c'est 40% à peu près de la population. Ouais. Les descendants de colons européens, donc les Caldoches, c'est environ 27%. Et tout le reste, ce sont d'autres communautés, comme tu disais, asiatiques, métropolitains, Wallis et Futuna. Sachant qu'il y a une différence, par exemple, les Blancs, il y a une différence entre les Caldoches, donc qui sont des descendants d'Européens arrivés sur place il y a longtemps, souvent une centaine d'années, qui sont arrivés par le bagne, souvent, principalement, quand même. Il y avait aussi des déportés algériens, notamment des grandes révoltes algériennes de 1870. Donc c'est là qu'on voit que les histoires coloniales sont liées. Et c'est pour ça que je disais notamment la ville où se sont déroulées les négociations avec Manuel Valls, là, il y a encore 2 semaines, c'était dans la commune de Bourail, qui est une commune qui est marquée par cette identité algérienne. Et il y a encore d'ailleurs le cimetière musulman, et le maire honoraire de la ville est un descendant lui-même de déportés algériens. Et comment tout le monde cohabite ? J'ai envie de te demander aussi politiquement, est-ce que du coup il y a des courants qui s'enracinent politiquement et qui... est-ce que ce clivage est également politique ? Oui, le clivage est politique, parce que de toute façon, la vie politique calédonienne est quand même assez clivée entre indépendantistes et anti-indépendantistes. Mais c'est de moins en moins vrai. Justement, c'était surtout vrai dans les années 80. Maintenant, aujourd'hui, y compris on distingue d'ailleurs les non-indépendantistes et les anti-indépendantistes. Les anti-indépendantistes sont vraiment radicaux. Sonia Backès, qui était au gouvernement sous Macron, Metzdorf, tout ça sont des anti-indépendantistes. Il y a un parti qui s'appelle Calédonie Ensemble, de l'ancien député Philippe Gomez, qui lui est plutôt qualifié de non-indépendantiste, c'est-à-dire qu'ils sont entre deux eaux, c'est-à-dire qu'ils sont
parfois sur des positions proches des indépendantistes. Ça dépend vraiment des thèmes qui sont sur la table. Et puis, y compris d'ailleurs chez les indépendantistes eux-mêmes, il y a plusieurs tendances. Il y a deux grands partis, l'Union calédonienne, qui est le grand parti de Jean-Marie Tjibaou, alors fondé dans les années 50, mais il n'était pas indépendantiste. Il est devenu indépendantiste fin des années 70, début des années 80. Et de l'autre côté, tu as un autre mouvement qui s'appelle le PALICA, Parti de libération kanak, qui est plus d'obédience marxiste, qui a été fondé fin des années 70, après le mouvement des foulards rouges, qui est vraiment le début de l'indépendantisme kanak, et qui est aujourd'hui, et paradoxalement, un peu plus modéré. Puisqu'évidemment, tout le monde a joué le jeu des institutions démocratiques, et donc ça a aussi... il y a des gens qui sont là depuis 40 ans. D'ailleurs, ce qui s'est exprimé souvent dans ces révoltes l'année dernière, c'est qu'aussi la jeunesse indépendantiste dit il y en a marre d'avoir les mêmes vieux leaders indépendantistes. Enfin, il y a aussi ce clivage-là qui existe, qui est important. Ouais. C'est aussi lié à l'âge. Oui, il y a un facteur de renouvellement des générations des cadres indépendantistes, ça c'est clair, ça existe. Ouais. On nous dit, on ira tous au paradis qui nous pose la question. Il paraît que certains déportés ont été libérés sans les ramener en Kanaki et qu'ils sont coincés en France hexagonale. Oui, Est-ce que ça. C'est vrai? C'est l'interview que j'ai fait là dans le journal. Alors, il y a deux types, parce qu'il y a aussi 70 détenus de droit commun qui ont été évacués du camp Est de la prison de Nouméa, qui est sur le site de l'ancien bagne, donc c'est pour dire si c'est emblématique aussi, et qui ont été amenés en France en métropole. Là aussi, c'est illégal. Et donc, par exemple, en tout cas, la prisonnière mise en examen, qui n'est plus emprisonnée, mais qui est en liberté, sous contrôle judiciaire, voilà, mais qui reste mise en examen, elle doit aller pointer une fois par mois au commissariat à Clermont-Ferrand, enfin à Riom. Et donc, évidemment, elle est assignée à résidence en métropole, elle ne peut pas rentrer chez elle. Voilà. Donc, il y en a deux encore qui sont dans ce cas. Et puis, il arrive il y a eu un travail énorme des associations pour essayer de savoir où étaient tous les détenus de droit commun, parce que ça s'est fait dans l'opacité la plus totale. Et donc, en plus, un jeune kanak qui arrive dans une prison de métropole, il est absolument déraciné, quoi. Et parfois, effectivement, ils ont été libérés, on te le relâche dans la nature, et étant donné que le billet d'avion coûte 2 000 €, c'était impossible pour lui de retourner chez lui. Donc oui, il y a eu des cas comme ça, oui. On nous demande... il y a beaucoup de questions, excusez-moi, j'essaie de vous rattraper. On nous parle des macronistes avec la Kanaki. Oui, sur le projet d'apartheid, je veux répondre à cette question. Ouais, de Nits in Limbo. Ouais, c'est vrai que c'est pas des macronistes, hein, évidemment. C'est ça qui est paradoxal, parce que dans leurs idées, Sonia Backès et Nicolas Metzdorf se rapprocheraient plus de l'extrême droite. Clairement, c'est des colons d'extrême droite. Il y a même pas, on peut les qualifier comme ça. Je vais le préciser. Pourquoi on peut le dire. Sonia Backès, déjà qui, elle, avait dit avant les révoltes, avait dit si on dégèle pas le corps électoral, c'est nous qui allons foutre le bordel. Elle aurait mieux fait de la fermer, mais bon, parce que c'est la seule qui a appelé à la violence. Voilà. Là, le 14 juillet dernier, elle a dit « Je constate qu'au même titre que l'huile et l'eau, le monde kanak et le monde occidental ne se mélangent pas. » Et donc, la proposition qu'ils ont mise sur la table avec Manuel Valls lors des récentes négociations depuis le début de l'année jusqu'à il y a 2 semaines consistait en une partition du territoire avec un État fédéral, en gros, la province sud, Nouméa, leur fief, et puis le reste, avec un territoire partitionné. C'est une logique d'apartheid territoriale et ethnique. On peut peut-être aussi se poser la question, pourquoi est-ce que la France tient tant à sa présence dans ces îles ? Les deux gros intérêts sont militaires et économiques, bien sûr. C'est la même chose pour la Polynésie d'ailleurs. C'est la base militaire. À Nouméa, au sud de Nouméa, il y a une grosse base militaire qui est assez importante. Voilà, c'est vraiment la pointe sud, un peu au-dessus de Lansvata, ça doit pouvoir se voir. Vous voyez cette petite île là à côté, je ne sais pas si ça se voit en direct, c'est à Nouville. Ça, c'est la presqu'île où dessus, il y a à la fois l'université et à la fois la prison. Voilà. C'était l'ancien bagne, cette presqu'île, puisque c'est très pratique pour un bagne, une île ou une presqu'île comme ça, facile à surveiller.
Voilà. Donc le premier intérêt, c'est évidemment la présence militaire et donc la puissance française dans le Pacifique. On sait qu'en plus Macron, à peine après son arrivée au pouvoir, avait évoqué aujourd'hui la France qui devait regarder vers l'Asie-Pacifique et l'Indo-Pacifique, comme on dit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est là que tous les regards au niveau de la géopolitique se tournent. Donc pour la France, conserver la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, c'est essentiel. L'autre intérêt consiste dans la zone exclusive économique, la fameuse ZEE. Donc intérêt, c'est la zone maritime. Hein. C'est immense évidemment. Bon, alors encore plus en Polynésie qu'en Calédonie, mais en Calédonie aussi, puisque cette zone-là est très très importante. Alors outre les ressources halieutiques, c'est surtout là il y a quelques projets. Alors il faut reconnaître à Macron, il a mis un moratoire sur les explorations des fonds marins, donc pour l'instant, ce n'est pas le cas, et ça risque pas d'être le cas, à mon avis. D'ailleurs, le Congrès de Nouvelle-Calédonie vient de voter une interdiction totale de l'exploitation des fonds marins. Mmh. On nous pose aussi une question, est-ce que la Kanaki a des liens commerciaux, culturels, politiques, migratoires avec des pays de l'Océanie comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les archipels comme les Fidji ? Bien sûr, ce sont des Océaniens. C'est d'ailleurs la principale revendication des indépendantistes, c'est de dire mais nous on est Océaniens, on est coupés de nos racines et de nos voisins. Les principaux voisins, bon évidemment il y a l'Australie qui est le poids lourd de la région, mais il y a aussi beaucoup d'autres pays et il y a un organisme, une institution internationale qui s'appelle les pays fer de lance du Pacifique, et il y a le FIP, le Forum des îles du Pacifique, qui est l'instance, on va dire, internationale, qui d'ailleurs milite ouvertement pour la souveraineté de la Kanaki Nouvelle-Calédonie, puisque la plupart des pays autour des îles sont indépendantes. Donc au final, quand on va pour faire je vais parler très concrètement, quand on va pour faire des études ou quand on va pour trouver son métier ou quelque chose comme ça, on ne se dirige pas forcément vers la France hexagonale, on a plus de liens avec les partenaires autour. Alors en Australie, beaucoup font des études en Australie, mais c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'effectivement, beaucoup de jeunes Kanaks viennent faire leurs études en métropole et pas dans les pays autour. Il y a beaucoup de choses comme ça. Mais c'est souvent ça, ce qui caractérise aussi une situation coloniale, c'est-à-dire que les liens régionaux sont coupés ou subsidiaires, marginaux par rapport aux liens avec la métropole. On a encore le temps pour quelques questions avant de vous laisser pour le chat. Ça fait déjà une bonne heure et demie qu'on est ensemble. Ça nous fait vraiment plaisir d'être avec vous. L'Australie est plutôt OK pour l'indépendance, on nous demande de Monsieur Doha. Il se garde d'avoir une position nette, parce que d'abord, ils ne veulent pas se brouiller avec la France. Et à mon avis, je pense que si l'Australie prenait une position nette pour l'indépendance de la Kanaki Nouvelle-Calédonie, la France ferait les gros yeux. Ça fait partie des choses dans la diplomatie. Ça dépend aussi des partis politiques australiens, évidemment. Donc, il n'y a pas de position officielle de l'Australie. Par contre, ils ont des relations avec les dirigeants, parce qu'il y a quand même une grande autonomie déjà de la Nouvelle-Calédonie. Hein. Ils ont une assemblée nationale qui s'appelle le Congrès. Ils ont un gouvernement qui a la particularité d'être un gouvernement collégial. C'est pas du tout comme chez nous. Donc c'est un gouvernement qui réunit indépendantistes et anti-indépendantistes. Donc ils travaillent ensemble, en vrai. C'est pour ça qu'il y a ce clivage-là de la souveraineté et ce qui bloque évidemment la revendication indépendantiste kanak. Mais en réalité, ils se connaissent et ils bossent ensemble, quoi. Donc c'est pas du tout clivé comme on pourrait. Enfin, vous voyez, c'est beaucoup plus complexe que ça, quoi. J'ai envie de te poser aussi la question de façon très concrète. Naître là-bas, qu'est-ce que ça signifie ? Il faut forcément partir ? Est-ce qu'on peut, faire... comment dire ? Est-ce que ça peut être comme dans d'autres îles où quand tu veux faire tes études, tu dois forcément t'exporter ? Pas forcément, maintenant il y a une université. Mais justement sur l'île de Nouville. Ça fait partie justement, ça avait été prévu par les accords. Il y a eu toute une politique de ce qu'on appelle le rééquilibrage, c'est-à-dire à la fois former des cadres, parce qu'évidemment une indépendance, il faut avoir des cadres administratifs, politiques, etc. Donc ça a été mis en place il y a plus de 40 ans. On voit qu'il y a de plus en plus de Kanaks diplômés,
Mais ça reste quand même, il reste quand même mis de côté selon tous les indicateurs économiques et sociaux et éducatifs. Voilà. Pas marginal, mais en tout cas moins important. Et en plus, pareil, ensuite l'accès à l'emploi, au cadre, etc., au poste de cadre dans la fonction publique reste plus difficile pour les Kanaks, ça c'est clair, ou pour les Océaniens de façon générale. L'autre pendant de ce rééquilibrage, l'autre axe principal plutôt, c'était le nickel. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une grande usine qui a été ouverte au nord. Alors, tout au nord, c'est... je sais plus, je me rappelle plus. C'est l'usine 2. Ah, j'ai perdu le nom, c'est pas grave. C'est pas grave, on appelle d'ailleurs l'usine Nord, en général. C'est une usine qui est sous... la province Nord, donc la puissance publique, Koniambo. Voilà, merci. J'ai triché, massif, mais le Koniambo étant le massif, c'est le massif montagneux où il y a ces mines. C'est la province Nord, donc puissance publique, qui est actionnaire majoritaire de l'usine de nickel du Koniambo. Et ça faisait partie des accords de Nouméa. Donc il y avait aussi toute une partie qui concernait un rééquilibrage économique pour que toute la richesse ne soit pas concentrée dans Nouméa la Blanche, entre guillemets. Voilà, pour résumer. Et au bout d'un an, quel est ton constat ? Est-ce que tu penses qu'à moyen ou long terme, pour la paix sociale en Kanaki, par exemple, est-ce qu'il y a des exemples internationaux que l'île peut suivre, ou alors est-ce que c'est vraiment une exception ? J'en discutais l'autre fois avec des spécialistes. D'abord, les premiers concernés. De toute façon, la revendication indépendantiste ne s'éteindra jamais. Jamais. C'est le sens de l'histoire. Je veux dire, on peut s'accrocher tant qu'on veut, comme la moule au rocher. C'est le sens de l'histoire. Après, la question, c'est est-ce qu'on décide que ça se passe bien, c'est-à-dire en négociant sérieusement ? Là, paradoxalement, je suis assez optimiste. C'est malheureux qu'il ait fallu ça, mais ce qui s'est passé il y a un an a changé les mentalités en France, au niveau de l'État, et y compris et là-bas aussi. Il s'est passé 2 faits majeurs depuis un an. C'est l'élection d'Emmanuel Tjibaou, un député indépendantiste, en plus le fils de Jean-Marie, donc énorme symbole. Pour la première fois depuis 38 ou 36 ans, un député indépendantiste a été élu. Il a été élu avec 10 000 voix d'avance. C'est énorme. Ça veut dire que ce n'est pas seulement les Kanaks qui ont voté pour lui. Ça, c'est très important. Et là, le fameux clivage dont tu parlais... Voilà, exactement. Il y a de plus en plus de Caldoches, de plus en plus d'Océaniens qui sont vers l'indépendance, qui s'inscrivent dans ce projet-là. Il faut savoir que les Kanaks ne veulent pas une indépendance pour les Kanaks. Ça, c'est une question qui est réglée depuis 40 ans. Ils disent on veut une indépendance avec tout le monde, avec tous ceux qui sont là. C'est pas juste pour nous, c'est une indépendance ouverte. La deuxième chose qui est hyper importante, c'est que le projet qui a mis Emmanuel Valls sur la table il n'y a pas plus tard que 2 semaines, était un projet pour la première fois de souveraineté, donc d'indépendance association. C'est-à-dire, on donne l'ensemble de la souveraineté, y compris les questions régaliennes, à la Nouvelle-Calédonie, et ensuite on fait un accord, on discute pour savoir s'il y a des choses que les Calédoniens eux-mêmes veulent rétrocéder. Par exemple, on peut imaginer que sur le militaire, la défense, c'est logique qu'il y ait un accord avec la France. Donc, et ça, ça correspond, pour partie en tout cas, au projet qu'une grande partie des indépendantistes avaient mis sur la table depuis longtemps. Donc ça, c'est un fait majeur. Et c'est d'ailleurs pour ça que la droite l'a refusé, absolument. Et aujourd'hui, la droite est enfermée. Elle est affaiblie. Elle est enfermée dans une position de radicalité qui peut être très dangereuse, mais qui ne l'amène nulle part. Voilà. C'est ce que tu disais un peu plus tôt quand tu parlais de « on ne veut pas d'indépendance sèche ». Dans le chat, quelqu'un avait demandé de le préciser. C'est que c'est une indépendance qui devrait de fait composer avec tout le monde. Bien sûr. Et qui ne serait pas un rejet pur et total de tout ce que... Ça, c'est ce que la droite essaie de faire croire. Elle agite les peurs en disant « non, mais demain, si c'est l'indépendance, les Français devront rester chez eux ». C'est absolument faux. Ça fait 40 ans que les indépendantistes ont répondu à ça. Et il y a même un épisode historique qui s'appelle la conférence de Nainville-les-Roches, qui est en banlieue parisienne, qui était des négociations entre le gouvernement de l'époque, donc socialiste, et les politiques indépendantistes et anti-indépendantistes, donc la droite et les indépendantistes de l'époque, où il est écrit déjà noir sur blanc en 83, l'indépendance kanak, ça veut dire l'indépendance pour tout le monde.
Voilà. Mais kanak, parce que c'est le peuple autochtone, donc il a son mot à dire dans sa souveraineté, voilà, tout simplement. On va terminer là-dessus, mais on nous demande, Manuel Valls dans tout ça. Oui. Mais on m'a chambré au journal aussi parce que j'ai écrit que Manuel Valls faisait un sans faute sur cette question-là. Alors, il est paradoxal ce type, mais ce type, c'est pas péjoratif. Hein. Ce monsieur. Voilà, ce monsieur, avec toute l'aversion qu'on peut avoir pour lui et le mal qu'il a fait dans la politique française. Sur des questions de décolonisation, il connaît le sujet, surtout sur la Nouvelle-Calédonie, parce que c'est un sujet qui a été porté par Rocard dans les années 80, à la fin des années 80, c'est Rocard qui avait fait la paix. Valls est un lointain descendant de Rocard, on va dire de l'aile droite du PS. Alors il s'est très très droitisé, certes, mais pour moi, je considère qu'il a été exemplaire sur ce dossier-là depuis le début de l'année. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si la droite... alors, je vais vous dire une anecdote. Quand il est arrivé en février, et il a été pris à partie par des militants, la droite anti-indépendantiste, qui lui ont sorti en meeting, Nicolas Metzdorf lui-même, le député, en parlant de lui, disait Manuel. Donc, avec un espèce d'impensé ou pas d'impensé du tout d'ailleurs, un truc raciste quoi. Et donc Valls a été attaqué très violemment par la droite anti-indépendantiste de Calédonie. C'est des fous furieux, hein. Ils sont vraiment pour un apartheid et une partition du territoire. Donc, mais ils sont de plus en plus minoritaires et ils sont dans un isolement radical, ce qui est dangereux par contre. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de nous ajouter, toi qui connais bien le territoire, toi qui t'y rends souvent, tu nous as confié que tu avais de la famille là-bas, on a fait un peu le tour des questions que je voulais te poser, mais est-ce qu'il y a... Je vais vous donner un exemple pour donner l'évolution de la société calédonienne. Mon oncle est arrivé là-bas depuis les débuts des années 80. Il était prof de maths, il n'est jamais parti. Il a été sur l'île des Pins d'abord, ensuite à La Foix et ensuite à Nouméa. Il n'est jamais parti de là-bas, il a toujours adoré. Il a une position... Il a connu les années 80. C'est vraiment le petit français débarqué sur l'archipel au début des années 80 en plus. Donc là où ça a commencé à éclater. Lui, il est marié avec une caldoche pure et dure, raciste, enfin la totale quoi. Mon petit frère, lui, il vit depuis 10 ans. Il est parti là-bas parce qu'il voulait vivre dans les îles, entre guillemets, quoi. Et par contre, lui, son parcours est très différent. Il a rencontré une fille de là-bas qui est elle-même métisse, caldoche, kanak, guadeloupéenne. Parce qu'il y a aussi une émigration guadeloupéenne. Il y a une époque, notamment pour le travail dans le nickel aussi. Ouais. Donc, c'est ça la société calédonienne. C'est une évolution entre souvent des gens qui ont vécu les années 80, qui est beaucoup plus clivée et tout, et puis une jeune génération qui est là, qui a 25, 30, 35, 40 ans, qui connaît la réalité du métissage de la société et qui est beaucoup moins sur des questions, ils sont fatigués de toutes ces questions, tu vois, justement de ce clivage qui mine la Calédonie depuis longtemps et qui l'empêche d'avancer et qui voudrait que ce soit réglé une bonne fois pour toutes. Mais le problème, c'est que pour régler ça une bonne fois pour toutes, ça s'appelle la pleine souveraineté. On te dit merci pour l'éclaircissement, merci de nous avoir raconté tout ça, merci d'avoir éclairci le sujet, puisque là, comme on le disait, ça fait 1 an, donc c'était important de revenir dessus. Je remets la une, je vous invite à lire les papiers